Alors l'intelligence artificielle est sur toutes les bouches, c'est le sujet principal, que ce soit dans la société ou dans les entreprises, mais il y a une question qui revient souvent, c'est « Ok, l'IA, ça a l'air sympa, mais qu'est-ce que je peux en faire au quotidien? Comment je peux intégrer l'intelligence artificielle dans mon entreprise pour vraiment développer de la valeur, développer mon chiffre d'affaires, gagner en productivité et en performance ?» Et il y a un truc intéressant, il y a OpenAI qui a sorti il y a quelques heures ce document complet de 25 pages que je vous mettrai en lien dans la description, qui est un état des lieux de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Pour être très honnête avec vous, j'ai commencé à le lire, mais j'ai eu l'impression quand même que c'était pas mal biaisé OpenAI, biaisé ChatGPT, et donc j'ai voulu avoir des sources plus objectives, plus complètes aussi, pour avoir un véritable état des lieux de l'intelligence artificielle dans les entreprises, les cas d'usage et les tendances pour 2026. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches dans ChatGPT, Gemini, Claude, j'ai tout mis dans un outil qui s'appelle NotebookLM et j'en ai fait un rapport complet que vous avez sous les yeux sous forme de slide. Et là, je me suis dit, plutôt que de le lire tranquillement de mon côté et tout seul, j'allais le lire avec vous en vidéo. J'espère que le format vous plaira. L'idée, c'est que je vous donne mon avis, mes remarques en fonction de ce que je vais pouvoir lire dans ce rapport complet. Et vous pourrez me dire en commentaire quel est votre ressenti, quelles sont vos remarques. Et l'idée, c'est d'avoir un échange enrichissant dans la communauté juste en dessous. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire. Donc, je vous propose qu'on y aille maintenant, tranquillement, chill. IA en entreprise 2025-2026, l'heure de l'industrialisation. Alors que faut-il comprendre de ce titre? Sans doute que on va passer de l'ère de faire joujou avec l'intelligence artificielle à l'heure d'intégrer l'intelligence artificielle dans des process, à l'heure de la professionnalisation. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Bref, on va voir ça tranquillement dans le document. Donc là, on nous dit 2025, l'intelligence artificielle est partout. Ça, je pense qu'on peut pas le nier, mais la valeur est ailleurs. Ça veut dire quoi? On va le découvrir. L'année 2025 marque le passage de l'expérimentation à l'opérationnalisation, ça peut être dur à dire, c'est ce que je disais finalement précédemment, on a expérimenté en 2023-2024 et maintenant on en a marre de faire joujou. Ok, l'intelligence artificielle c'est sympa, ça fait briller les yeux, il y a des effets waouh, mais maintenant comment je génère de la valeur avec, comment je l'intègre dans ma chaîne de valeur, dans mes process? Eh bien c'est tout l'enjeu pour 2026 a priori. On nous dit que si 78% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle, seuls 6% parviennent à un déploiement d'envergure. Donc autrement dit, il y a une grosse majorité des boîtes, quasiment 8 sur 10 qui vont utiliser l'IA plus ou moins régulièrement, mais il n'y en a que 6% qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leur process, dans leur entreprise, qui ont entamé une transformation AI de leur activité, comme on a eu la transformation digitale, la digitalisation, il y a quelques années maintenant. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a une croissance rapide de l'intelligence artificielle. Là, c'est vraiment logique. L'utilisation en entreprise a bondi de 46% à 76% en un an, mais il y a seulement 1% des organisations qui se considèrent matures. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes, les professionnels qui utilisent l'IA ont conscience qu'ils ne l'utilisent pas de la bonne manière, qu'ils l'utilisent de manière trop à l'arrache, j'allais dire, sans prendre connaissance forcément de tout ce qui est prompt engineering, des process. Ils devraient s'abonner à mes chaînes YouTube. Mais c'est bien, en tout cas, de se remettre en question et d'avoir cette vision-là pour progresser. Et d'ailleurs, on nous dit que la France est en décalage structurel parce qu'il n'y a que 10% d'adoption dans les entreprises de plus de 10 salariés. Donc ça, moi, ça me choque un peu. Je pensais vraiment que l'intelligence artificielle était moins utilisée dans les petites entreprises plutôt que dans les entreprises supérieures à 10. Et pourtant, là, on nous dit bien, 76% des entreprises utilisent l'IA, mais quand on se penche sur les entreprises de plus de 10 salariés, on a une adoption qu'à 10%. C'est sous la moyenne de l'Union européenne, 13,5%. Et c'est très loin de leaders comme le Danemark avec 27,6%. La tendance, elle est aux agents IA. Ça, je vous en ai parlé régulièrement sur ma chaîne principale. L'ère agentique a commencé. Là, c'est clair, ce qui va se passer en 2026, je pense qu'on va faire le tri dans les outils d'IA qu'on utilise régulièrement. On va arrêter les outils d'IA qui ne font que parler, les chatbots un petit peu, comme ChatGPT basique, et c'est pour ça, je pense qu'OpenAI est en train de revoir son ChatGPT au moment où je fais cette vidéo. Ce qui va nous intéresser en 2026, c'est des outils d'intelligence artificielle qui travaillent dans nos systèmes, qui travaillent dans nos process, qui sont finalement intégrés dans les outils qu'on utilise au quotidien. Donc l'ère agentique a commencé, on veut une intelligence artificielle
qui ne fait pas que parler, on veut une intelligence artificielle qui travaille. Le goulot d'étranglement est managérial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité, elle est du côté des managers, et si aujourd'hui les entreprises n'ont pas adopté l'intelligence artificielle de manière professionnelle dans tout ce qui est process, comme on le disait précédemment, c'est aussi parce que le leadership est très lent à piloter la transformation. Et c'est vrai, et je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard parce que ça va être un enjeu assez important, quand on importe une innovation comme l'intelligence artificielle, comme le web au début des années 2000, les réseaux sociaux, les smartphones, le travail en mobilité, la digitalisation, je le disais plus tôt, il y a tout un aspect conduite du changement qui va être à mettre en œuvre, puisque sinon, les collaborateurs qui vont voir l'innovation arriver vont avoir peur que cette innovation les remplace. Et c'est d'autant plus vrai avec l'intelligence artificielle, et vont être très réticents à adopter ce changement, et pourraient même être un frein à ce changement. Et c'est vrai que là, les managers ont pas mal de choses à jouer. Et derrière, on nous dit, la gouvernance, c'est la survie. Le shadow AI, donc c'est l'usage non contrôlé de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Il y a pas mal de boîtes qui n'ont pas de politique IA aujourd'hui, c'est même sans doute la majorité. Il y a pas mal d'entreprises qui parfois interdisent plus ou moins formellement l'intelligence artificielle. Et donc, il y a des collaborateurs qui se disent, moi, je vais pas dire à mon chef que j'utilise l'IA parce que ça pourrait être mal vu, je pourrais être vu peut-être comme un feignant. Je sais, c'est des choses que je vois et que j'entends régulièrement sur le terrain, donc je vais l'utiliser de mon côté sans le dire à personne. Donc là, il y a des problématiques de sécurité, des problématiques de politique qui ne pourraient pas être respectées. Donc le Shadow AI, c'est un enjeu, et l'entrée en vigueur en Europe de l'AI Act, tout ça fait effectivement que la confiance et la conformité, c'est un impératif non négociable, donc ça va être un enjeu majeur pour l'année prochaine. Un tsunami économique de 1500 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent, mais pour nos petites têtes, c'est difficile à visualiser. Donc ce qu'on nous dit, les dépenses mondiales en IA atteignent 1500 milliards de dollars en 2025, avec une projection au-delà de 2000 milliards en 2026, donc ça va croître, mais peut-être un petit peu moins rapidement que ça a cru entre 2023-2024 et 2024-2025. L'IA générative, donc l'IA générative, c'est tout ce qui est génération de textes, d'images, de vidéos, représente à elle seule 644 milliards de dollars avec une croissance de 76% par rapport à 2024. L'Europe affiche la croissance la plus rapide, stimulée par les initiatives de souveraineté numérique. Donc là, on est en train de nous dire finalement que l'AI Act et un petit peu l'aspect protectionniste de l'Union européenne d'un point de vue intelligence artificielle ferait de la croissance de l'UE la plus rapide dans le monde entier, mais en même temps on est aussi très en retard, donc c'est peut-être le retard qu'on est en train de rattraper. Vous le voyez d'ailleurs sur le graphique juste ici, sur les 644 milliards de dollars que représentent les investissements en IA générative, il y en a 40-41% pour l'Amérique du Nord et comprendre les États-Unis principalement, l'Asie Pacifique 33%, et donc nous l'Europe 17-20% avec une croissance de 45%, mais on reste quand même à la traîne. Le paradoxe français, j'aime bien le titre, une adoption à deux vitesses. Donc là, on nous dit 10% des entreprises françaises supérieures à 10 salariés utilisent l'IA, soit 3 points sous la moyenne de l'UE, 13,5%, c'est ce qu'on nous disait précédemment. On voit en Danemark, c'est 27,6%, Suède, 25,1%, Belgique, nos amis belges, je vous fais un petit coucou, vous êtes nombreux à regarder la chaîne, donc 24,7%, et nous, très loin derrière, finalement, avec les 10%. Et il y a une fracture interne, ça veut dire quoi? Le défi majeur est le fossé entre les grandes entreprises et les PME. Les grandes entreprises, 33% d'adoption, les PME, donc c'est entre 10 et 50 salariés, là on n'a que 9% d'adoption. Donc là j'ai envie de dire finalement si on est à 10%, c'est les PME finalement qui font plomber un petit peu la moyenne. Et c'est vrai que là pour le coup ça reflète plus ce que je suis en train de voir sur le terrain. Et derrière on a une petite citation qui nous dit: cette fracture numérique menace la compétitivité du tissu économique français composé à 99,9% des TPE PME. Donc là le véritable enjeu il va être dans ces structures d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier. Le règne du Shadow AI, 76% d'usage individuel, 1% de maturité organisationnelle. En France, le taux d'usage en entreprise a bondi de 46 à 76% en un an, ça on l'a vu précédemment. 70% des salariés des ETI et grandes entreprises y recourent quotidiennement. Mais voilà, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il n'y a qu'1% des entreprises qui s'estiment matures et seulement 6% des entreprises qui ont vraiment transformé leur activité grâce à l'IA. Conséquence, seuls 39% des entreprises constatent un impact mesurable sur leurs résultats
d'exploitation, le BIT, donc sur leur chiffre d'affaires, si on veut vulgariser un petit peu le concept. L'intelligence artificielle en action, des gains mesurables du marketing à la finance. Donc là, c'est plutôt les domaines d'activité qui sont en avance dans l'intégration de l'intelligence artificielle, et ce sont les fonctions clés qui génèrent du ROI, donc du retour sur investissement. Le plus évident, et ça je vous en parle régulièrement sur la chaîne, c'est le marketing et les ventes. C'est finalement les canaux qui sont à la source directe du chiffre d'affaires. Donc intégrer l'IA dans ces deux métiers, ça va permettre d'avoir un retour sur investissement rapide, et donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour les entreprises qui seraient un petit peu réticentes à l'idée de l'IA. En l'intégrant dans le marketing et le commerce, on génère du chiffre d'affaires, donc on est plus motivé derrière à investir et à implémenter l'IA dans d'autres sphères de notre activité. L'hyper-personnalisation génère jusqu'à 30% de revenus. En plus, Volkswagen a augmenté ses ventes de 20% via l'intelligence artificielle publicitaire. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que l'IA, on l'utilise pour créer du contenu, mais l'IA, c'est aussi une merveilleuse technologie pour analyser des données, analyser des comportements de clients, et du coup de faire des campagnes marketing, des campagnes de prospection commerciale ultra personnalisées. Et c'est là où on voit le gain en performance. Pour le service client, là aussi, il y a une véritable transformation, puisqu'on nous dit que l'agent IA de Klarna gère 66% des interactions SAV, ce qui équivaut à 700 agents, et vise 40 millions de dollars d'amélioration du bénéfice. Donc là, c'est vrai, tous les jobs de service client, que ce soit réponse à des questions commerciales, réponse à des questions service après-vente, etc., tout ça, ça peut être externalisé maintenant par l'intelligence artificielle, ça peut être automatisé avec tous les outils d'automatisation no-code et les agents d'IA qui vont arriver en 2026. Donc ce sera sans doute les métiers qui seront le plus touchés. Les RH, l'automatisation administrative réduit les coûts de 30% à 50%, ça je le vois dans le traitement des CV, dans les comptes rendus d'entretien, dans le scoring d'un candidat, etc. Intégrer l'intelligence artificielle, ça fait gagner du temps. Les RH sont très friands de l'IA. Si vous êtes RH, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ça réduit les coûts de 30% à 50%. Donc le recrutement assisté par IA augmente le taux de conversion de 22%. À l'heure où on a parfois des difficultés à recruter, du coup l'intelligence artificielle, ça peut être une solution. Pour la finance, Mastercard a amélioré la détection de fraude, ça c'est aussi un avantage de l'intelligence artificielle, de 300% grâce au RAG, et l'automatisation des processus comptables réduit les coûts de 40% à 95%. Mon comptable n'utilise pas aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais je sais qu'il y en a qui le font. Si vous l'êtes, vous pouvez me donner votre retour d'expérience en commentaire. Et là c'est pareil, je pense que c'est un métier qui pourrait bien disparaître dans les années à venir, je vais pas dire dans les mois quand même, et en tout cas le coût de comptabilité pour une entreprise devrait être réduit drastiquement, et là on le voit, en réduction des coûts de 40 à 95%, et pour tout ce qui est IT, informatique, développement, les assistants de code augmentent la productivité de 26%. Là, c'est clair, vous êtes nombreux développeurs à suivre la chaîne et vous le dites régulièrement. L'intelligence artificielle, c'est pas une technologie, c'est un langage métier. Chaque secteur déploie l'intelligence artificielle pour résoudre ses goulots d'étranglement spécifiques, ses points de friction. Donc, on a l'industrie, généralement, qu'on estime être un peu en retard dans tout ce qui est adoption des nouvelles technologies. Mais on l'a vu avec l'industrie 4.0 et on le voit maintenant avec le smart manufacturing, c'est pas du tout le cas. Les industries sont généralement moteurs dans l'adoption d'une nouvelle techno, et donc là on nous dit le smart manufacturing est le moteur de compétitivité pour 92% des fabricants. On va l'utiliser, l'IA, notamment pour de la maintenance prédictive, donc anticiper les pannes de machines et donc les arrêts de production. Ça va réduire les coûts de 10 à 40% et augmenter le temps de fonctionnement de 5 à 20%. Ça, c'est non négligeable et l'impact, il est direct sur le chiffre d'affaires. On a Siemens qui utilise des jumeaux numériques, a priori, pour simuler et optimiser des usines entières avant leur construction. Donc là, on prépare la construction d'usines grâce à l'intelligence artificielle et du coup, on réduit les coûts d'automatisation de 90%. Ça, c'est énorme, notamment pour une entreprise comme Siemens. On va aussi utiliser l'intelligence artificielle dans tout ce qui est santé, pharma. L'IA allège la charge administrative et aide au diagnostic. Ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour traiter un volume de données qu'ils ne peuvent pas traiter humainement, puisqu'un cerveau ne peut pas traiter des milliers de données en même temps. L'intelligence artificielle va pouvoir le faire. On le voit d'ailleurs, efficacité administrative ici. Les cliniciens suédois ont réduit leur temps administratif d'un tiers. 46% des professionnels français déclarent être déchargés de ces tâches grâce à l'intelligence artificielle. C'est hyper intéressant. Et découverte de médicaments, a priori, In Silico Medicine affiche un taux de succès de 100% pour faire avancer les composés IA jusqu'aux essais cliniques. Et puis tout ce qui est logistique, retail, supply chain, l'intelligence
l'intelligence artificielle va optimiser les stocks, va optimiser la livraison, va optimiser l'expérience client. Tout ça va avoir un impact sur la fidélité et la satisfaction client. Unilever a amélioré la précision des prévisions de vente de 10% en analysant les données météo, augmentant les ventes de 30%. Donc ça, c'est hyper intéressant. On va pouvoir analyser maintenant des données qu'on n'analysait pas avant par manque de temps, par manque de compétences, par manque de ressources humaines. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut se dire, tiens, il y a peut-être un lien entre mes stocks, mes ventes et la météo, et l'intelligence artificielle peut faire des prédictions pointues grâce à ça. Et en termes de logistique, Walmart a évité 30 millions de miles inutile, donc a réduit le circuit de ces camions et de ces engins de livraison grâce à l'optimisation des routes par intelligence artificielle. Donc ça, c'est intéressant pour le chiffre d'affaires, mais c'est aussi intéressant pour l'environnement de réduire justement les camions sur les routes et le transport de marchandises inutile. Donc ça, c'est hyper intéressant. La prochaine rupture de copilote à collège numérique. Là, c'est ce que je vous disais précédemment en 2025-2026, marque le passage de l'IA qui répond à l'intelligence artificielle qui agit. C'est la transition de la génération à l'action. Je trouve que c'est hyper bien dit. Donc jusqu'à aujourd'hui, et pour encore beaucoup d'utilisateurs, l'intelligence artificielle, c'est un copilote qui va assister, qui va répondre à une instruction. Rédige-moi un email, fais-moi un résumé de ce document, rédige-moi un contenu, un article de blog, etc. Bref, prompt égale réponse. 2025 est l'année de maturité des agents. On va changer. Plus de 50% des entreprises testent déjà des pilotes et maintenant on va passer donc en phase agent. Donc l'idée ce sera d'avoir un objectif. L'agent va planifier et il y aura des sous-agents qui vont mener l'action 1, l'action 2, l'action 3 et on aura un résultat juste ici. Par exemple, organise le voyage d'affaires à Berlin pour la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'aller à Berlin à moindre coût, le plus rapidement possible et peut-être le plus confortablement possible. On a une planification qui s'opère. On a un sous-agent qui va s'occuper de la météo, un sous-agent qui va s'occuper de la réservation du vol et un sous-agent qui va s'occuper de la réservation de l'hôtel. Et le résultat, ce sera un itinéraire complet. Automatisation de processus entier. Un agent RH qui gère un onboarding de A à Z, voire qui gère un recrutement de A à Z. Et pour le service client, 70 à 80% des requêtes pourraient être gérées de manière totalement autonome. Je pense qu'on court un petit peu à la catastrophe dans les métiers justement du service client. On sait que ça emploie beaucoup de monde, notamment en France. Ça risque d'être compliqué dans les années à venir. La révolution n'est pas technologique, elle est managériale et culturelle. Et là, c'est un point hyper important. À mon sens, que j'essaye de porter régulièrement sur la chaîne ou dans mes conférences, c'est que l'intelligence artificielle ne va rien révolutionner si elle n'est pas portée par des hommes, si elle n'est pas intégrée à la culture d'entreprise. Donc là, c'est ce qu'on nous a dit déjà un petit peu plus tôt. Le frein principal, c'est le leadership qui n'agit pas assez vite. Alors, est-ce qu'ils ont peur ? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de perdre leur boulot à cause de l'intelligence artificielle et qui freinent l'adoption de l'IA dans leur structure ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ont d'autres priorités à gérer au quotidien et qu'ils ils ne peuvent pas penser à changer leurs habitudes ou ils vont plutôt repousser le moment où ils vont changer leurs habitudes parce qu'il faut avancer vite dans les choses à faire. Et ça, je sais que moi, je suis comme ça, donc ça peut être une explication. Bref, c'est l'obstacle numéro 1, celui des leadership un peu lent, au déploiement à grande échelle, cité avant les coûts et l'intégration technique. Le prérequis du succès, c'est la refonte des processus. Ça, c'était déjà le cas. Moi, je faisais de la transformation digitale donc depuis 2013, donc ça fait 12 ans maintenant. On a intégré le digital dans les boîtes. Maintenant, on intègre l'intelligence artificielle dans les boîtes. Et la première chose qui va être la plus essentielle, c'est d'avoir des process et d'avoir des process qui vont être adaptés justement à cette révolution IA. Et bien souvent dans les boîtes, il va falloir refondre les processus. Mais très clairement, pour les TPE, PME dont on parlait précédemment, il faut déjà les définir, ces processus. Donc là, il y a vraiment un boulot à faire là-dessus. Et donc, les entreprises high performers, donc qui performent le plus, sont 3 fois plus enclines à redessiner leur workflow, leur processus, pour y intégrer l'intelligence artificielle. Et c'est le facteur clé pour générer de la valeur avec l'IA. Transformation des compétences, ça c'est clair. On va devoir évoluer avec l'intelligence artificielle et on nous dit donc qu'il va falloir une montée en compétences techniques pour implémenter les systèmes d'IA, mais aussi une compétence humaine pour avoir justement de l'intelligence émotionnelle dans l'adoption de l'intelligence artificielle. On voit des augmentations si vous cherchez à vous réorienter dans votre carrière ou à accélérer votre carrière, peut-être que ces 2 pôles peuvent être intéressants pour vous. Pas de performance durable sans une IA de confiance, donc là on va peut-être pouvoir passer rapidement puisque c'est finalement logique et on en a parlé souvent avec l'AI Act. La loi entre en application
progressive jusqu'en 2027. Donc il y aura des changements en 2026, il y aura des changements en 2027. C'est vrai qu'il y a pas mal d'obligations qui sont lourdes avec l'AI Act et que les sanctions peuvent être elles aussi lourdes puisqu'elles pourraient atteindre 35 millions d'euros ou 37% du chiffre d'affaires mondial. Anticiper l'AI Act, ça va être un enjeu et les solutions stratégiques, il va y avoir la nécessité d'avoir un référent responsable de l'intelligence artificielle en interne pour cartographier les risques et pour mettre en place des solutions de crise. Et il va falloir investir sans doute dans une architecture, de données souveraines et sécurisées pour garantir la conformité et la confiance. Là, c'est vrai qu'on va devoir garantir aussi la sécurité des données qu'on fait transiter dans l'IA, notamment des données clients, les données personnelles. Ça va être un véritable enjeu. Et donc maintenant, on passe un petit peu dans la pratique. Quels vont être les défis pour les mois à venir? Déjà, orchestrer les workflows, les process, pas seulement les tâches. On a un problème à résoudre, donc ce qu'on appelle ici le purgatoire des pilotes. 74% des projets s'arrêtent au stade pilote et près de 2/3 des entreprises n'ont pas encore commencé la mise à l'échelle. C'est vrai qu'on a beaucoup de POC, moi je le vois sur le terrain, il y a beaucoup d'expérimentation. On va lancer les phases un petit peu d'évangélisation en interne. On va peut-être même prendre des bêta-testeurs pour implémenter l'IA dans leur métier ou investir dans de nouvelles solutions d'intelligence artificielle, mais on va pas passer ce stade, on va pas le mettre au stade d'industrialisation, on va pas le mettre à l'échelle et on va pas sauter le pas définitif de la transformation IA. Donc ça va être le véritable enjeu et pour faire ça, c'est vrai que c'est un point important que moi aussi je présente assez souvent. Le but, c'est pas de s'éparpiller, c'est pas de vouloir intégrer l'intelligence artificielle dans toute la boîte dès maintenant. C'est monter l'Everest d'un coup, on est au pied, on regarde le sommet, on n'a pas envie de monter, c'est trop compliqué, on voit même pas comment on va traverser le chemin. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, concentrez vos investissements et vos efforts sur 3 cas d'usage à fort potentiel, proches du chiffre d'affaires ou qui vous permettent de gagner en confort, en productivité rapidement. C'est souvent ce que je dis dans mes interventions et vous avez sans doute entendu ça si vous me suivez régulièrement. Je vous dis, faites un tableau en 3 colonnes, ce que j'aime pas faire, ce que j'aimerais faire et que je n'ai pas le temps de faire et ce que j'aimerais faire mais que je ne sais pas faire. Mettez des tâches là-dessus, retenez-en 3 et commencez à investir dans l'intelligence artificielle sur ces 3 points. Priorisez les projets qui impliquent la refonte d'un process de bout en bout. Ça vous permettra derrière de dupliquer ce que vous avez fait. Si vous transformez un pan de votre activité de A à Z, vous allez voir les freins, vous allez voir les questions qui reviennent régulièrement, vous allez pouvoir anticiper tout ça en vous attaquant à un autre projet derrière. Et donc, utilisez les agents et copilotes spécialisés pour réarchitecturer le travail. Donc, le changement de métrique va s'opérer. Arrêtez de mesurer uniquement la productivité locale. Commencez à mesurer l'impact de l'intelligence artificielle sur votre résultat, sur votre chiffre d'affaires, sur votre taux de conversion ou encore la satisfaction client. On arrête de regarder si l'IA nous fait gagner du temps et combien de temps elle nous fait gagner. On regarde comment l'intelligence artificielle augmente nos KPI, nos indicateurs clés de performance. Donc la fidélité client, la satisfaction client, le chiffre d'affaires, le taux de conversion, le cycle de vente, etc. etc. Levier numéro 2, visez la super agency en augmentant l'humain. Ça, c'est un point que vous entendez peut-être régulièrement. L'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer les humains dans les entreprises. L'intelligence artificielle est là pour augmenter les humains dans l'entreprise. Donc le constat, 70-80% des projets IA échouent par manque d'adoption utilisateur. Non pour des raisons techniques, la résistance au changement est un frein majeur. Et c'est pour ça que le leadership qui n'avance pas et qui ne prend pas ses responsabilités au quotidien est un frein à l'adoption de l'IA dans les entreprises. Les collaborateurs ont besoin d'être accompagnés. L'intelligence artificielle change leur quotidien de A à Z. Il y a des choses qu'ils faisaient pendant des années qu'ils vont plus faire parce que l'intelligence artificielle va faire à leur place. Donc eux, ils se disent: qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être utile? Est-ce qu'on va me virer ou pas? Est-ce que je vais être à la hauteur aussi? Est-ce que je vais réussir à acquérir ces compétences requises par l'intelligence artificielle? Est-ce que je vais rester employable? Est-ce que je vais devenir plus performant ou moins performant? Là, les managers ont un rôle à jouer dans cette conduite du changement. Donc, action recommandée, investir massivement dans le capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est la conduite du changement et c'est la formation. Ça doit représenter, comme c'est noté ici, 20 à 40% du budget total du projet. Et généralement, dans les boîtes, on va chiffrer l'investissement dans les outils, le coût des outils,
mais jamais on va chiffrer l'investissement dans l'humain. Et c'est pour ça finalement que 70% des projets, comme on l'a vu tout à l'heure, s'arrêtent au stade d'expérimentation et vont jamais plus loin. C'est valable dans l'IA, c'est valable dans toute adoption d'une nouvelle technologie. Développer les compétences hybrides, donc une expertise technique et de l'intelligence émotionnelle, pensée critique, c'est ce qu'on disait précédemment, et former les managers. Parce que oui, les managers, on va leur tomber dessus parce qu'ils avancent pas, parce qu'ils accompagnent pas leurs équipes, mais c'est aussi parce qu'ils manquent de formation sur la conduite du changement et sur justement cet accompagnement dans la transformation. Donc l'objectif, c'est la super agency, atteindre la collaboration symbiotique où l'humain, augmenté par l'intelligence artificielle, décuple ses capacités d'analyse, de créativité ou encore de décision. Améliorer l'humain, ça va être l'enjeu. 3 impératifs pour les décideurs en 2026, donc pour franchir le gouffre de la maturité. La feuille de route se concentre sur 3 piliers, donc accélérer sans précipiter, donc on commence par des POC, on identifie une chaîne de valeur qu'on veut transformer de A à Z avec l'intelligence artificielle, on valide rapidement un ROI et derrière on va pouvoir industrialiser le succès de manière agressive en s'attaquant aux autres pans de l'activité, c'est ce qu'on disait précédemment. Investir dans l'humain avant la tech, allouer 40% du budget projet à l'humain et pas seulement aux technologies, donc la formation et la conduite du changement, c'est un enjeu crucial. La technologie est prête, ça c'est hyper bien dit, la technologie est prête, mais les humains le sont beaucoup moins. Donc si la technologie est prête et qu'elle n'arrive pas dans les entreprises, c'est parce que les humains ne sont pas prêts, parce que les humains ne l'adoptent pas, parce que les humains sont des freins, mais c'est pas volontaire, c'est parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement pour passer à l'action et construire la confiance par la gouvernance. Là c'est clair qu'il faut anticiper l'AI Act, qu'on soit pour ou contre, on n'a pas le choix. Cartographier les usages, bien identifier tout ce qui est Shadow AI, l'utilisation Shadow dans l'ombre de l'intelligence artificielle par les collaborateurs, et derrière se mettre en conformité. Et je crois que c'est la dernière slide. L'intelligence artificielle, c'est la nouvelle électricité. Il est temps de construire le réseau. Ça, c'est joliment dit, je trouve. Je ne sais pas ce que vous pensez de tous ces points. Quels sont les points qui ont retenu le plus votre attention dans cette vidéo? Faites-moi part en commentaire. J'ai hâte de vous lire. J'avais prévu de faire une vidéo qui durerait peut-être 10-12 minutes, mais finalement, il y avait pas mal de choses à dire. Si ce format vous plaît, de découvrir un sujet et de le commenter avec vous, vous me le dites en commentaire et je le ferai plus régulièrement sur cette chaîne. Voilà, c'était Ludo. Je vous retrouve soit sur Ludo IA2, soit sur Ludo Salen très prochainement pour vous partager toutes mes astuces, mes démos, mes actus, mes outils, ma veille, bref, tout ce que je peux découvrir de l'intelligence artificielle et connaître sur l'IA pour vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et je pense que dans cette vidéo, on commence à avoir une vision un peu plus claire des opportunités de l'IA et surtout des défis à relever pour en profiter. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!